Grosse séquence de résultats donc pour les entreprises du CAC 40 notamment, grosse séquence de résultats pour les entreprises européennes aujourd'hui dans leur ensemble. Et Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau pour quelques remarques, quelques commentaires sur cette série de publications, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Peut-être attaquons effectivement avec cette séquence de résultats. Je le disais en titre de l'émission, je suis frappé de voir par exemple le sort que le marché réserve à Capgemini versus Atos. On est dans le même secteur et on a deux entreprises qui sont à front renversé en termes de dynamique de croissance, en termes de dynamique boursière également. C'est plus 20% sur un an pour Capgemini, moins 20% pour Atos. Oui, si certains nous ont écoutés il y a quelques semaines, on s'était penché sur le dossier Atos. C'est un dossier que les gérants de fonds n'aiment plus. Quand vous avez un patron qui prend la place de Thierry Breton et qui dit « je ne ferai plus de la croissance externe en achetant des sociétés qui perdent de l'argent, les redresser, maintenant je vais me concentrer sur de la croissance organique ». Et puis finalement, souvenez-vous, la première opération qu'il avait faite, la première d'envergure, c'était d'aller faire une acquisition sur une grosse boîte, 10 milliards aux États-Unis, qui perdait de l'argent. Qui ne s'est pas faite, c'était simplement qu'il voulait racheter cette entreprise. Voilà, c'est ça. Elle ne s'est pas faite, mais pas à son initiative. À l'initiative des Américains qui sont sortis de l'affaire. Donc, si vous voulez, les gérants n'aiment pas ce degré d'incertitude. Il y a eu de la perte de confiance. Qui dit une chose et qui fait le contraire. Il y a eu une perte de confiance notable. Et on voit aujourd'hui, cette notion de confiance intervient aussi pas mal. Si on regarde les deux lanternes rouges du CAC aujourd'hui, que ce soit Orange ou Atos, ce sont là aussi des défiances. Je parle avec des gérants de fonds, des gérants privés, qui me disent « mais Orange, no way ». Même si les résultats sont pas si mauvais que ça, finalement, s'ils ont un avenir et un boulevard devant eux avec la 5G, avec le câblage, etc., la fibre et tout ça, les gérants attendent, mais la confiance n'y est pas. Et c'est vrai que sur des titres comme Orange, par exemple, où là, le titre n'est pas massacré aujourd'hui, mais les résultats auraient dû susciter un peu une inversion de tendance et un engouement de certains investisseurs. Et ça n'est pas le cas. C'est frappant quand même parce que le sujet des télécoms, qui était quand même un des secteurs présentés comme le plus résilient face à cette crise pandémique. On a tous, en partie au moins, travaillé de chez soi. Les équipements télécoms ont été très sollicités. Et d'ailleurs, ça se voit, le chiffre d'affaires est résilient. Le groupe a très bien traversé la crise. Pas de problème financier, de bilan chez Orange aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas juste Orange. C'est un secteur des télécoms que le marché n'a pas acheté depuis le début de cette crise pandémique. Depuis le début de cette crise et depuis longtemps. Depuis bien avant, je suis d'accord. On s'est remis du traumatisme des années 2000. On aurait pu se dire que cette crise allait peut-être révéler la valeur du secteur télécom en bourse. Pas du tout. Peut-être qu'il aurait pu le révéler, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Il y a eu des choses merveilleuses sur les techs, sur les équipementiers auto, même sur l'auto. Quand on a envie de revenir, quand on a du cash et qu'on veut arbitrer et se redéployer, eh bien oui, on fait ces opérations-là. Mais vous faisiez un parallèle à l'instant en parlant de Capgemini et d'Atos, mais typiquement, on a vendu Atos et on a acheté Capgemini il y a 6 mois. Et on n'a pas attendu ces résultats, parce que les résultats de Cap, c'est pas d'aujourd'hui. Et il y avait eu un petit trou d'air à un moment, j'ai oublié quand, mais on avait profité à ce moment-là pour revenir sur Cap. Et puis, après ces nouvelles acquisitions annoncées d'Atos, on était sorti d'Atos, on avait acheté Cap. Donc, je pense que beaucoup d'investisseurs ont eu cette même démarche et ont contribué à ce différentiel de cours qui faisait que l'un baissait pendant que l'autre montait. Et ça continue aujourd'hui. Les deux sont encore à front renversé, Capgemini en tête du CAC et Atos parmi les plus fortes baisses du jour. Dans les résultats un peu marquants, alors il y a évidemment ceux d'Air France KLM. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre qu'une perte historique pour Air France KLM au terme d'une année de pandémie ? Rien, et d'ailleurs le titre baissait très très modestement, il baissait de 0,44 à peu près quand j'ai quitté le bureau. Il n'y a pas de réaction de marché. Il n'y a pas de réaction de marché, on s'y attendait, 11 milliards de dettes, 7 milliards 100 de pertes, et puis effectivement il y a des choses à la faveur de cette publication qu'on avait
un peu ignoré ou sous-estimé. C'est par exemple la surcouverture sur le carburant. Bien sûr. Effectivement, en début d'année, les financiers d'Air France prévoient des taux de rotation, des avions qui sont non pas cloués au sol mais dans l'air, et il faut se couvrir contre les variations du kérosène, du carburant. Et puis quand les avions ne volent pas, vous avez vos couvertures qui vous servent à rien, et ça a coûté environ 600 millions à Air France cette année. Oui, c'est ça. Donc ça, les restructurations, les avions, la dépréciation de la flotte. On a vu que beaucoup de compagnies aériennes avaient cisaillé les avions qui avaient plus de 20 ans parce que ça coûte plus cher de les garder, on les fera par voler, et donc on en recommandera des neufs. D'ailleurs, Airbus a des carnets de commandes plus que confortables, mais oui, on n'a pas eu de déception. En revanche, est-ce que c'est une période pour acheter Air France comme ADP dans le même secteur, entre guillemets? Est-ce que c'est le moment de le faire? Pas trop, non. Quand vous avez ADP qui dit que le retour à la normale, c'est plus 2025, mais 2027, on parle de 6 ans. Nous, en bourse, on ne peut pas attendre 6 ans, quoi, et nos clients non plus. Et c'est pas possible que le marché se projette à ce point-là pour acheter des perspectives à 5 ou 6 ans pour ces groupes-là. Et puis, on verra comment ça repartira. C'est vrai que demain, on ouvre les frontières, tous les particuliers, les ménages voyageront et iront aux quatre coins de la planète. Les entreprises ont compris un petit peu qu'il y avait une autre façon de faire, et c'est vrai que toute la partie business continuera de souffrir. La partie cargo a bien fonctionné, en revanche, c'est vrai. Il y a une question de gouvernance aussi qui se pose, peut-être d'ailleurs pour l'ensemble de cette année 2021. Ça devient un sujet alors spécifique à certaines entreprises, mais justement, mis bout à bout, on a l'impression que le marché en a marre d'avoir des présidents directeurs généraux. Il veut un président ou une présidente et un ou une directrice ou directeur général. Le sujet est abordé chez Orange, c'est ce que nous dit Orange aujourd'hui. La question sera discutée d'ici la fin du 3e mandat de Stéphane Richard en mai 2022, il est aujourd'hui PDG. La question est réglée d'une certaine manière chez Bouygues, puisque Martin Bouygues conserve son poste de président, mais lâche les rênes de la direction générale à Olivier Roussat. Et puis il y a le sujet Danone. Sujet Danone, avec un conseil d'administration ce soir qui doit entériner les résultats qui seront publiés demain. Et là, une question de gouvernance qui devient assez urgente. Oui, assez problématique, plus qu'urgente, enfin urgente et problématique. On a eu l'occasion d'évoquer ce sujet. Quand on regarde en parallèle deux entreprises notoirement connues des investisseurs qui sont Danone ou Nestlé, on voit que Nestlé a changé il y a quelques temps maintenant déjà de gouvernance, et on a vu qu'il y avait des restructurations sur les marques. Là encore, hier, Nestlé a annoncé vendre les marques en Amérique du Sud, se concentrer sur des marques premium, mettre en avant les Perrier, etc. Finalement, Danone, il ne se passe pas grand-chose. On manque de drivers, on n'en a pas sous la pédale. On a l'impression d'avoir un groupe qui vit un petit peu sur ses succès passés. Sur sa rente, et aujourd'hui, on attend davantage. Donc, en plus, c'est un secret pour personne. Je le lisais dans les Échos, je ne sais plus où. Son patron actuel est quand même très contesté. Il y a quand même énormément de turnover dans les équipes. Beaucoup de gens sont pas bien dans l'entreprise. Donc, ça contribue à une ambiance morose. Et c'est vrai que là aussi, les investisseurs n'ont plus trouvé Danone sexy depuis quelques années. Est-ce que c'est le moment de s'y réintéresser, Franklin ? Écoutez, on va avoir une assemblée demain, on va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Ça a commencé à titiller. Nous, on est revenu un peu dessus. On a commencé à jouer dans le thème, et on l'avait évoqué ici il y a fin de l'année dernière ou tout début janvier. On avait dit qu'une de nos thématiques, entre autres, ISR, ESG, et donc les changements de gouvernance dans les entreprises, avec les fonds activistes qui s'invitent, on l'a vu en fin d'année dernière chez Unibail, qui s'invitent un petit peu dans les assemblées. Ça bouge les choses, et ça ne peut être que bon. Je pense en plus que les actionnaires de Danone aujourd'hui commencent à être impatients, parce que ça fait longtemps que ça dure. C'est le moins qu'on puisse dire. Les résultats de Danone seront publiés demain, avec ceux d'Hermès et de Renault pour terminer cette semaine. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance.